Je vais vous résumer ce livre, Thyroïde, les solutions naturelles. Un coup d'œil sur la table des matières, où on va voir surtout une partie théorique au début pour bien comprendre la physiologie et bien comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut ne pas fonctionner. On va surtout parler d'hypothyroïdie, tout ce qui peut tourner autour des ralentissements de fonctionnement, les fatigues, etc. Puis aborder les examens courants que l'on peut faire pour mieux comprendre notre fonctionnement ou nos dysfonctionnements. On aborde après les traitements médicamenteux, puis naturels, et puis enfin on aborde les différentes questions que l'on peut se poser et des exemples de problèmes rencontrés par le docteur Philippe Véroli, qui est médecin anesthésiste réanimateur à Paris. Il est spécialisé en nutrition et diplômé aussi en médecine traditionnelle chinoise. C'est une édition de 2016 de 240 pages. En introduction, on nous précise que l'hypothyroïdie est généralement définie comme l'incapacité de la glande thyroïde à produire des hormones thyroïdiennes. On a de multiples symptômes comme la fatigue, la prise de poids, etc. Et la solution, c'est de prendre des traitements hormonaux de substitution à vie. Et ça, c'est la théorie. Mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe que ça, et encore heureux parce que ça permet aussi de trouver des solutions. Il faut savoir qu'on peut avoir tous les symptômes d'une hypothyroïdie, mais des analyses de sang normales. Ce qui fait dire à l'auteur, et si l'hypothyroïdie était un dysfonctionnement plus subtil que l'on ne croit? Et si chacun de nous était différent et ne répondait pas de la même manière aux hormones? Et s'il existait à côté des traitements hormonaux des solutions à la fois accessibles, naturelles et efficaces pour améliorer les traitements, soulager les douleurs, optimiser le fonctionnement de la thyroïde? Et c'est ce que suggèrent de plus en plus d'études scientifiques, et c'est ce qui va être démontré dans ce guide. Puis on se pose la question de savoir si on est concerné par ce livre. Ça peut être le cas si on est sans cesse fatigué, si on n'a pas le moral, si on est irritable, angoissé, si on a pris du poids alors que l'on ne mange pas davantage, si on a les cheveux ternes, les ongles cassants, si on a toujours froid, si on est très souvent constipé, si on a des douleurs un peu partout sans comprendre pourquoi, si on a souvent des infections, etc. À ce moment, on peut souffrir d'hypothyroïdie comme plus de 3 millions de personnes en France. Chapitre 1. Comment fonctionne la thyroïde? C'est avant tout un régulateur qui a un rôle central dans l'organisme. On l'appelle parfois la glande de la vie. La thyroïde est une glande qui fabrique et libère dans le sang des messagers, appelés hormones thyroïdiennes, qui vont être capables d'agir sur l'ensemble des cellules de l'organisme. Et parmi ces hormones, on distingue la T3 et la T4. On va détailler ça. Les hormones thyroïdiennes interviennent dans les fonctions aussi vastes que la croissance osseuse, le développement mental, la transformation des graisses en sucre, la consommation d'énergie, la température du corps, le rythme du cœur, le fonctionnement du tube digestif et de l'appareil génital. Et elles agissent aussi sur notre peau, nos cheveux et nos ongles. Et enfin, et c'est fondamental, elles permettent à l'organisme de s'adapter aux conditions extérieures. Et donc une glande thyroïde en bon équilibre est un gage de bien-être, mais également une des clés de la prévention du vieillissement. On va faire un peu d'anatomie. Cette glande est située à la base du cou et est composée de deux parties latérales volumineuses. Et cette glande va surtout produire de la T3 et de la T4. Au passage, T3, 3 atomes d'iode, T4, 4 atomes d'iode. Sans trop rentrer dans les détails, mais pour bien prendre conscience quand même qu'à travers cette complexité, on va pouvoir parler après des vitamines, des minéraux, de la santé du foie, car la synthèse de ces hormones comprend 6 étapes qu'il importe de connaître si l'on veut bien comprendre d'où viennent les dysfonctionnements qui surviennent parfois. Et sixième étape, la sécrétion. Seules la T3 et la T4 vont passer dans la circulation sanguine. Il faut savoir que seule la T3 est l'hormone active. Et cette T3 est fabriquée en petite quantité par la thyroïde puisqu'elle représente environ seulement 10% de la production par rapport à 90% de T4. La T4 constitue en quelque sorte une réserve pour l'hormone active, la T3. Et le processus suivant important est au niveau du foie, puisque le foie, à travers des processus enzymatiques et des précurseurs, va pouvoir, lui, convertir la T4 en T3. Puis après, on va comprendre que les hormones thyroïdiennes circulent sous deux formes, libres et liées. Une partie la plus importante, de 60 à 75%, se lie spécifiquement à deux types de protéines. On a introduit maintenant la reverse T3,
qui est un élément essentiel dans le fonctionnement cellulaire, car principalement au niveau du foie, on peut avoir une transformation de T4 en reverse T3, qui aura pour but de limiter la quantité de T4 circulante, mais surtout d'éviter un excès de T3, puisque la reverse T3 va pouvoir se fixer sur les capteurs de la T3 et donc inhiber la réception au niveau des cellules. Donc au niveau du foie, on aura à partir de la T4 40% transformé en T3 et 60% transformé en reverse T3. Alors comment agissent les hormones thyroïdiennes? Eh bien la T3 agit en se fixant sur différents récepteurs spécifiques situés dans les cellules de notre corps, ce qui va stimuler la production d'énergie, de chaleur, de protéines, etc. Chapitre 3, le contrôle des taux d'hormones thyroïdiennes. Ces hormones doivent être sécrétées en quantité suffisante et sans excès. Et c'est pour cette raison qu'intervient une autre glande appelée l'hypophyse, qui va jouer un rôle de chef d'orchestre. Elle-même est contrôlée par l'hypothalamus. Pour ce qui nous concerne, l'hypophyse va sécréter de la TSH, Thyroid Stimulating Hormone. Alors quand les taux sanguins de T3 et de T4 diminuent, l'hypophyse libère plus de TSH pour augmenter leur sécrétion par la thyroïde. Et tout ce mécanisme est complexe, on parle de rétrocontrôle, puisqu'il y a des informations permanentes qui sont échangées entre tout ce système pour savoir s'il faut augmenter ou diminuer la sécrétion des hormones thyroïdiennes. On illustre ce fonctionnement complexe par ce schéma. L'hypothalamus produit de la TRH qui va demander à l'hypophyse de produire plus d'hormones TSH qui elle-même va sur les capteurs de la thyroïde envoyer l'information pour produire de la T3 et de la T4. Il faut savoir que c'est surtout principalement la mesure de la T4 qui influe sur la sécrétion de TSH. Et suivant ces informations de T4 circulantes, ce rétrocontrôle va pouvoir se faire pour pouvoir réguler le taux de T4 qui va circuler dans le sang. Donc on commence à comprendre qu'en cas d'hypothyroïdie ou dit autrement faible présence de T4 dans le sang, eh bien la TSH sera plus élevée pour pouvoir dire à la thyroïde d'augmenter la production de T4. Et à l'inverse, en cas d'hyperthyroïdie, la TSH sera plus basse puisqu'il y aura déjà présence de beaucoup de T4 dans le sang. A savoir aussi que l'intensité de la sécrétion de la TSH en réponse à la TRH est propre à chaque individu et proportionnelle à son propre pic nocturne. En revanche, il n'y a pas de variation du taux sanguin de T3 et de T4 au cours d'un cycle de 24 heures. Et à savoir aussi que le taux de T4 libre varie normalement très peu chez un même individu. Il est important de remarquer dès à présent que les valeurs de référence des laboratoires se rapportent à la population générale. Il serait pourtant préférable de suivre chaque personne par rapport à elle-même et non par rapport à la population. Ça peut nous inviter aussi à noter nos mesures pour pouvoir les comparer au cours des années, surtout si on change de laboratoire. Donc au passage, on remarque aussi qu'en cas de réduction de l'apport alimentaire, le corps s'adapte par une baisse de la production de T3 et une augmentation de la reverse T3. Ce qui veut dire qu'on va baisser le fonctionnement de notre métabolisme de base. Toutes ces fonctions qui concourent à avoir une vie normale et un fonctionnement normal. Et évidemment, à ce moment-là, on pourra par exemple se sentir plus fatigué, être plus sensible aux infections, etc. Chapitre 4, les effets biologiques des hormones thyroïdiennes. On va déjà nous parler du fœtus et du nourrisson. Bien sûr, l'hypothyroïdie durant la grossesse est un sujet important. On passe aux adultes, puis on décrit les différents problèmes potentiels en fonction de l'hypo ou de l'hyper. Par exemple, pour le système nerveux central, en cas d'hypothyroïdie, on aura un ralentissement général, des somnolences, et en cas d'hyperthyroïdie, on pourra avoir une agitation psychomotrice, on pourra être très irritable, etc. Ici, je n'ai mis qu'un exemple. Ce genre de tableau aide à faire notre enquête pour comprendre un peu mieux les problématiques liées au dysfonctionnement de notre corps. Chapitre 5, les maladies de la thyroïde. On va pouvoir parfois constater des nodules. Ce sont des petites masses qui se forment dans la glande thyroïde pour des raisons qu'on ignore le plus souvent. Ils sont souvent sans conséquence et associés à aucun symptôme. 95% sont bénins et 5% peuvent être cancéreux. A savoir que 40 à 50% de la population possède un nodule thyroïdien observable avec une échographie. Et les femmes sont le plus souvent concernées que les hommes. On peut noter que certains nodules bénins peuvent produire des hormones thyroïdiennes de manière exagérée. Et à ce moment, on aura des symptômes de l'hyperthyroïdie. Quant au cancer de la thyroïde, il est rare, il représente 1% des cancers en France, mais touche 2 à 3 fois plus les femmes que les hommes. Mais on notera aussi qu'il est en constante augmentation d'environ 6% par an. Donc pour ces cancers, on pense parfois aux catastrophes nucléaires diverses et variées, mais cependant, d'autres facteurs pourraient aussi jouer un rôle déterminant, comme la carence en iode, des prédispositions génétiques, voire des facteurs hormonaux. Et on notera aussi que comme il y a plus de dépistage, on trouve plus de cancers qu'avant.
Quelques mots sur l'hyperthyroïdie, dont la forme la plus répandue est la maladie de Basedow. C'est une maladie auto-immune. Nous aurons des anticorps qui vont se retourner contre la glande et qui vont attaquer directement, principalement, les récepteurs à la TSH. Et ces anticorps vont aussi stimuler la thyroïde, d'où l'hyperthyroïdie observée. L'hyperthyroïdie touche plus les femmes, 6 femmes pour un homme, et les personnes jeunes, entre 20 et 50 ans. Elle est parfois générée par un stress, des difficultés personnelles, un choc affectif. Dans les symptômes, on aura augmentation de la température corporelle, pulsation cardiaque rapide et régulière, fébrilité du comportement, anxiété, agitation, amaigrissement malgré un apport alimentaire inchangé, déminéralisation osseuse, tremblement des mains, peau moite, cheveux fins et cassants, ongles mous. Alors que dans le cas de l'hypothyroïdie, ce déficit va entraîner de très nombreux symptômes, tous liés à un ralentissement du métabolisme. Et nous voilà à la partie 2, justement, l'hypothyroïdie. Chapitre 1, les signes de la maladie. Avant tout, des symptômes très variés, car ce ralentissement du métabolisme va pouvoir entraîner un manque d'énergie, de la fatigue, des somnolences, des troubles de l'humeur à travers de l'irritabilité, de l'anxiété, des états dépressifs, des crises de panique, et aussi des troubles du sommeil ou un sommeil non récupérateur, des troubles de la mémoire et de la concentration, des apnées du sommeil, des maux de tête, de la constipation. On pourra aussi avoir des atteintes de la peau et des muqueuses, avec un visage plus arrondi, des paupières gonflées, une voix plus grave et rauque, une baisse de l'acuité auditive, une prise de poids inexpliquée. On peut avoir aussi des pertes de poils, une peau sèche, des démangeaisons et une diminution de la transpiration. On peut aussi subir des perturbations cardiaques, avec un ralentissement des battements du cœur, entre autres, aussi des douleurs musculaires et articulaires, et bien d'autres symptômes, comme par exemple la perturbation des cycles menstruels chez la femme, et aussi des cas d'infertilité. Chapitre 2, les causes de l'hypothyroïdie. Parfois la thyroïde ne fabrique plus suffisamment d'hormones thyroïdiennes, parfois aussi la production d'hormones est normale, mais ces dernières ne parviennent pas à exercer correctement leur rôle. Et enfin, parfois la transformation de la T4 en T3 ne se fait pas bien. On va explorer ces différentes causes. Premier cas, production insuffisante d'hormones thyroïdiennes. Nous aurons la thyroïdite dite d'Hashimoto, ou thyroïdite auto-immune. C'est la principale cause dans la population. Classiquement, il existe un goitre, mais en fait c'est assez inconstant puisque c'est dans 20 à 50% des cas. Et elle est 5 à 10 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. On notera que la toxicité des auto-anticorps vis-à-vis de la glande n'est pas prouvée. Ce sont simplement des marqueurs utiles au diagnostic et au suivi des patients. Dans les causes, il peut y avoir des facteurs génétiques, mais aussi le diabète, la ménopause précoce, le manque d'iode, de sélénium ou de zinc, voire encore de fer ou des carences en vitamine D. Carences en vitamine D qui en général favorisent les maladies auto-immunes. Mais on peut aussi avoir des hyperperméabilités intestinales, des sensibilités au gluten, voire d'autres dysfonctionnements immunitaires. Abordons maintenant les autres causes d'hypothyroïdie. Et pour commencer, les problèmes de transformation de la T4 en T3 et la formation préférentielle de reverse T3. De nombreuses situations favorisent la formation préférentielle de reverse T3. Le jeûne, la dénutrition, voire aussi l'obésité. Bien sûr aussi les déficits en micronutriments, les stress physiques ou émotionnels, tout ce qui va concurrer à augmenter le taux sanguin de cortisol, aussi certaines maladies comme l'insuffisance rénale ou hépatique, et certains médicaments comme les bêta-bloquants, les sulfamides, les anti-inflammatoires, le lithium, les œstrogènes. Et enfin, les polluants divers comme les métaux lourds, le fluor, le brome, les pesticides, etc. Et dans les autres causes d'hypothyroïdie, nous aurons aussi la résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes. Car pour exercer ses effets, la T3 doit pénétrer dans les cellules. Et pour cela, il faut une quantité suffisante de vitamine D et de cortisol. Chapitre 3, les causes profondes et les facteurs aggravants. Premièrement, les carences en vitamines et en minéraux, la plupart du temps dû à un déséquilibre alimentaire, mais aussi à un excès de perméabilité intestinale. Pour tous ces sujets intestinaux, je vous renvoie à mes vidéos sur la perméabilité intestinale et l'écosystème intestinal du docteur Georges Mouton. La deuxième cause profonde peut être liée aux métaux lourds qui vont freiner la transformation de T4 en T3, qui vont pouvoir empêcher les hormones thyroïdiennes de se fixer sur les récepteurs des cellules pour exercer leurs effets, et qui vont pouvoir aussi diminuer l'assimilation de nombreux minéraux comme le zinc, le cuivre, le calcium et le magnésium, puisqu'ils vont rentrer en compétition avec eux. Nous avons aussi les perturbateurs endocriniens, qui vont interférer avec la production, la libération, le transport, le métabolisme, la liaison, l'action et l'élimination des hormones naturelles.
les perturbateurs endocriniens vont se fixer sur les récepteurs aux hormones thyroïdiennes et bloquer leurs actions. Ils vont freiner la transformation de la T4 en T3. Nous avons aussi les nitrates qui vont freiner la fixation de l'iode par la thyroïde et pouvoir perturber le fonctionnement. N'oublions pas que l'eau de boisson est une source potentielle de nitrates. Et au passage, la teneur réglementaire maximale est fixée à 50 mg par litre pour la consommation humaine, mais il est préférable de ne pas dépasser 25 mg par litre. Nous avons aussi le tabagisme. En effet, les fumeurs ont 5 fois plus de risques de souffrir d'un problème de la glande thyroïde que les non-fumeurs. Les effets du tabac vont altérer la fonction thyroïdienne en elle-même, diminuer la TSH, inhiber la captation de l'iode par la thyroïde, freiner la transformation de T4 en T3, entrer en compétition avec les hormones thyroïdiennes au niveau de leurs récepteurs. Et d'autres substances peuvent perturber la fixation de l'iode, avec par exemple la famille des halogènes, produits qui vont se conduire de manière chimiquement très similaire par rapport aux hormones thyroïdiennes, avec par exemple le brome, qui est présent dans de nombreux produits céréaliers, avec des effets importants sur la reproduction, mais aussi neurotoxiques. Ici, ce n'est qu'un extrait du tableau. Bien comprendre aussi que si l'alimentation d'une personne est déficiente en iode, eh bien les récepteurs des cellules pourront être occupés par un autre membre de cette famille chimique, donc ces halogènes vont prendre la place, et si en plus on est déficient, on va avoir un effet cumulatif de manque d'hormones thyroïdiennes vues par la cellule. On peut noter que l'eau de la douche ou du bain, quand elle est chaude et non filtrée, cette eau de ville va pouvoir entraîner une charge encore plus importante de chlore qu'en la buvant. Les vapeurs de chlore libérées sous l'action de la chaleur sont absorbées directement par les poumons lorsque nous respirons. Donc soit on installe un filtre de douche, soit on limite la durée de la douche, et on peut aussi penser à limiter la température de la douche, voire aller vers le sujet des douches froides, mais ça c'est un autre sujet. Nous avons aussi beaucoup de médicaments qui interfèrent avec la fonction thyroïdienne, comme par exemple le lithium, largement utilisé en psychiatrie, l'amiodarone, très utilisé en cardiologie, et l'interféron alpha, utilisé notamment dans le traitement de l'hépatite C. Mais nous avons aussi toute la famille des cortisones, qui inhibent la sécrétion de la TSH et diminuent la conversion de T4 en T3, les bêta-bloquants qui diminuent la conversion de T4 en T3, et certains produits iodés, comme des produits de contraste ou des désinfectants externes comme la bétadine. Et là, on peut avoir soit provocation d'hypothyroïdie, soit d'hyperthyroïdie. Quelques mots sur le gluten. Chez les personnes sensibles au gluten qui ont des anticorps antithyroïdiens, un régime sans gluten est susceptible de faire disparaître ces anticorps dans un délai de 3 à 6 mois. Et au passage, ici, on peut aussi dire qu'il ne s'agit pas après d'éliminer entièrement le gluten, il s'agit de penser aussi à sa fonction intestinale et à sa perméabilité, de manière à rétablir un fonctionnement normal et ne plus avoir ces sensibilités. Je vous renvoie à ma vidéo sur le gluten pour plus de détails. Un sujet fondamental, le stress chronique et la fatigue surrénale. Nous avons vu que le cortisol est indispensable à une bonne fonction thyroïdienne, puisqu'il permet aux hormones thyroïdiennes de pénétrer dans les cellules. Nous avons donc besoin d'une fonction surrénalienne en bonne santé. Mais voilà, les personnes qui ont un déséquilibre au niveau du cortisol, trop haut ou trop bas, ce qui peut se produire en cas de stress prolongé ou excessif, vont souvent éprouver des symptômes semblables à ceux de l'hypothyroïdie, tout en ayant des niveaux d'hormones thyroïdiennes normaux. Alors quels sont les signes cliniques de la fatigue surrénalienne ? Eh bien déjà une fatigue physique ou psychique, c'est le signe principal. Mais il peut y avoir aussi de nombreux autres symptômes, comme une sensibilité accrue aux infections, des allergies, des troubles du sommeil, de la libido, une anxiété excessive, etc. Et parmi ces signes, l'insomnie de 3 heures du matin est typique. On va parler maintenant d'inflammation. Quand il existe un état inflammatoire chronique, eh bien cela aura un effet profond sur tous les aspects du métabolisme de la thyroïde. Car déjà, l'inflammation perturbe l'axe de fonctionnement hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Cette inflammation va aussi diminuer à la fois le nombre et la sensibilité des récepteurs aux hormones situés dans les cellules. Et cela va aussi diminuer la conversion de T4 en T3 et favoriser la formation de RT3. Nous allons aussi avoir la période délicate de la ménopause, en notant que la progestérone facilite l'action des hormones thyroïdiennes et que les oestrogènes ont un effet inverse. Alors quand on va rentrer dans cette phase de yo-yo de production d'œstrogènes et de progestérone, forcément le fonctionnement thyroïdien va être perturbé au niveau cellulaire. Et quand on va tomber dans une étape de dominance en oestrogène, on aura des symptômes dont certains sont communs avec ceux de l'hypothyroïdie. Partie 3, les examens courants et ceux que vous devriez faire. Chapitre 1, d'abord la TSH. En effet, le diagnostic de dysfonctionnement thyroïdien repose avant tout sur le dosage sanguin de la TSH. C'est l'examen en première intention
en cas d'hypothyroïdie, car elle permet de distinguer les hypothyroïdies primaires des hypothyroïdies secondaires. Seulement, il est considéré souvent par le corps médical comme la réponse parfaite pour le diagnostic et le suivi du traitement de la thyroïde. Et nous allons voir que cette idée mérite d'être nuancée. Alors, comment interpréter les résultats de la TSH ? Eh bien, un taux de TSH trop élevé indique que notre thyroïde ne fabrique pas assez d'hormones thyroïdiennes. On va donc considérer qu'on est en hypothyroïdie. Les hormones thyroïdiennes sont produites en quantité insuffisante. La rétroaction négative sur l'hypophyse se fait de manière moins intense et elle sécrétera donc plus de TSH qui passe dans le sang. A l'inverse, un taux de TSH trop bas indique que notre thyroïde fabrique trop d'hormones thyroïdiennes. Et dans ce cas, on considère qu'on est en hyperthyroïdie. En effet, les hormones thyroïdiennes exercent une forte inhibition sur l'hypophyse. On notera qu'en France, on considère des valeurs comme normales qui vont entre 0,3 et 5 milliUI par litre. Et cette fourchette de normalité est beaucoup trop large. On varie d'un facteur de plus de 10 entre la valeur basse et la valeur haute. De nombreuses études scientifiques indiquent que les valeurs normales de TSH doivent être reconsidérées. Comme souvent, on nous précise que les valeurs normales des laboratoires sont des valeurs statistiques, basées sur des taux de TSH retrouvés chez la majorité des personnes considérées en bonne santé. Mais ce ne sont pas des valeurs santé, sur lesquelles il n'y a à ce jour aucun consensus scientifique. Et aussi, les valeurs de référence dites normales varient d'un laboratoire d'analyse à l'autre, et aussi d'un pays à l'autre. Et à savoir aussi qu'un grand nombre de personnes ont des signes d'hypothyroïdie alors qu'ils ont des taux de TSH en dessous de la limite. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter du seul chiffre de la TSH pour diagnostiquer une hypothyroïdie. Alors quels sont les facteurs qui affectent la TSH mais pas forcément la thyroïde ? De très nombreux paramètres peuvent faire varier le taux de TSH à la hausse comme à la baisse. Que ce soit la grossesse, le jeûne, la dénutrition, l'alcoolisme chronique, le stress physique avec des exercices physiques intenses ou le stress émotionnel. La privation de sommeil, le diabète et de nombreux médicaments et compléments alimentaires. Il faut également garder à l'esprit que le dosage de la TSH n'indique absolument pas si les hormones thyroïdiennes sont efficaces au niveau de la cellule. Donc une TSH dite normale ne suffit pas à exclure une hypothyroïdie. Alors que la Haute Autorité de Santé ne préconise en première intention que le dosage de la TSH, beaucoup de spécialistes pensent que les tests thyroïdiens devraient aussi comporter de façon systématique des dosages de T4 libre et de T3 libre. Chapitre 2, les autres examens de la fonction thyroïdienne. C'est là que l'on parle du dosage de la T3 libre et de la T4 libre. Mais on doit préciser le fonctionnement. La T4, la T3 et la RT3 circulantes sont liées à plus de 99% à des protéines de transport. Et seule l'infime fraction libre est biologiquement active. Et c'est elle qu'il faut doser et non pas la fraction totale, qui comprend la partie liée et la partie libre. Donc pour bien comprendre, la partie liée constitue une réserve. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la synthèse des protéines de transport varie dans de très nombreuses circonstances physiologiques, pathologiques ou thérapeutiques. C'est le cas par exemple avec la prise d'œstroprogestatifs donnés comme contraceptifs ou pour traiter les symptômes de la ménopause. Et donc on doit absolument s'intéresser à la T4 libre. Quant à la T3 libre, son taux varie en fonction de l'âge. Et les médecins disent souvent que le dosage de la T3 libre est sans intérêt, sauf dans quelques cas particuliers d'hyperthyroïdie. Et cette opinion est très discutable pour deux raisons. Bien comprendre que la T3 libre est la seule hormone active sur les tissus de l'organisme. Donc une T3 libre basse est un argument de poids en faveur d'une hypothyroïdie. D'autre part, une T4 libre, dans la norme, n'indique pas si l'organisme la convertit correctement en T3 libre. C'est pourquoi de nombreux spécialistes de la thyroïde pensent que le dosage de la T3 libre est le test le plus utile. On va parler maintenant du dosage de la RT3, car les concentrations sanguines de T4 libre et T3 libre ne reflètent pas toujours leur effet tissulaire. Plusieurs travaux ont démontré que la meilleure estimation de l'activité thyroïdienne tissulaire est réalisée par le dosage de la RT3 et l'analyse du rapport T3 libre sur RT3. Ce dosage est bien sûr inutile en début de traitement ou d'enquête et peut être indiqué ultérieurement devant une T3 qui reste basse sous traitement ou en cas d'inefficacité du traitement sur les symptômes malgré une normalisation des taux de TSH et de T4 libre. Et maintenant, l'auteur insiste sur ce que l'on doit garder à l'esprit quand on analyse ces résultats d'examen biologique. Premièrement, tout examen biologique est entaché d'un certain degré d'incertitude. Un résultat sortant des limites normales, qui on le rappelle varient selon les laboratoires, ne signifie pas forcément maladie. A l'inverse, un résultat dans les limites de la norme n'élimine pas une baisse de fonction ou un déséquilibre dans le fonctionnement hormonal. Et un examen biologique anormal mérite d'être contrôlé. En effet, une erreur de dosage par un laboratoire est toujours possible.
On notera bien que pour un meilleur suivi, mieux vaut toujours faire les contrôles biologiques dans le même laboratoire. Bien comprendre que chaque individu a son point fixe de T4, point qui ne varie que très peu chez un même individu, d'où l'importance de noter aussi ces résultats. En conclusion, même si le dosage de la TSH et de la T4 sont des examens indispensables, une TSH normale n'exclut pas une hypothyroïdie et une T4 normale n'exclut pas un problème de conversion en T3. Petite précision sur le dosage urinaire de l'iode, elle permet de savoir si une personne est carencée ou surchargée en iode. Et les deux situations peuvent perturber la fabrication des hormones thyroïdiennes. En effet, l'élimination de l'iode se fait par l'urine selon un rythme circadien, l'excrétion étant plus basse le matin, et cette iodurie est le strict reflet des apports alimentaires. À l'équilibre, l'iode urinaire de 24 heures correspond exactement à l'iode ingéré. Chapitre 3, les dosages pour aller plus loin. Et maintenant, on va s'intéresser à d'autres explorations dans le monde des vitamines et des minéraux qui sont des précurseurs et des éléments essentiels pour tous les fonctionnements, les conversions, de tout ce qui contribue à avoir une T3 libre qui pourra rentrer dans la cellule. Et là, le livre rentre dans pas mal de détails avec, par exemple, tous les micronutriments qui sont nécessaires, les vitamines B, vitamine D, E, sélénium, zinc, etc. Voici un extrait du tableau avec ce qu'il va conseiller de mesurer et puis les normes en face qu'il est intéressant d'atteindre. Et attention, la plupart de ces dosages ne sont pas remboursés. On est ici dans ce qu'on appelle de la médecine fonctionnelle ou encore préventive. Toutes ces mesures sont très intéressantes. Je les fais à titre personnel à certains moments. Ça va permettre de mesurer un petit peu l'effet de notre alimentation, voire de notre exposition aussi au soleil et de nos compléments vitamine D l'hiver. Pour moi, ces analyses en micronutriments font vraiment partie d'une enquête et d'une meilleure compréhension de son fonctionnement. Et c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir vraiment mieux avancer sur ce fonctionnement thyroïdien, mais pas que, puisqu'on a bien déjà parlé des surrénales. Alors justement, le bilan biologique de la fatigue surrénalienne. Que peut-on mesurer au niveau bilan biologique pour la fatigue surrénalienne? Eh bien, le dosage du cortisol et de la DHEA vont nous permettre classiquement d'explorer le fonctionnement des glandes surrénales. En cas de fatigue des surrénales, les taux de ces deux hormones sont bas, mais encore dans des valeurs de référence normales. Mais la meilleure façon de tester l'état des glandes surrénales est de mesurer la fraction libre des hormones surrénales clés. Et à ce moment, la salive est un outil de choix reconnu dans la mesure où y est dosée la fraction libre des hormones circulantes. Ces tests salivaires nous permettent aussi de mesurer la DHEA, et elle peut être mesurée à tout moment de la journée, alors que le cortisol est à son plus haut niveau le matin. C'est ce qui nous permet de nous réveiller, de nous mettre en action. Et à son niveau le plus bas le soir, au coucher, pour nous permettre de nous endormir plus facilement. Alors on voit ici cet exemple avec un profil salivaire chez un homme de 43 ans épuisé mais qui n'arrive pas à dormir. Et on voit bien son cortisol le matin qui est bien bas et qui donc montre qu'il a du mal à se mettre en marche et pourquoi il est épuisé dès le matin. Avec à contrario le soir, un cortisol qui du coup est remonté et qui va bien sûr lui donner des difficultés d'endormissement. Partie 4, les traitements médicamenteux. Chapitre 1, les traitements hormonaux. Une solution consiste à administrer des hormones thyroïdiennes, utilisées parfois pour aider à rétablir une fonction thyroïdienne normale, mais parfois prescrites à vie. Avec la lévothyroxine, donc la T4, on peut noter qu'en France, on se situe au 8e rang des médicaments les plus vendus et au 4e des plus prescrits. Donc on fait bien partie des populations qui ont un grand intérêt à se questionner sur tout ce fonctionnement. Et on a aussi la L-iothyronine, la T3. Là on a de la T3 libre, la seule hormone active, et là son action va être très rapide. Et on peut donc être amené à associer T3 et T4 dans les prescriptions. Chapitre 2, quand la TSH est un peu élevée et la T4 normale, c'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie frustre, qui pourrait concerner entre 3 et 10% de la population. Donc il est important de s'en préoccuper car dans un tiers des cas, l'hypothyroïdie frustre pourra évoluer vers une hypothyroïdie avérée. Chapitre 3, quand le traitement n'est pas efficace, par exemple parce qu'il y a une production trop importante de RT3. Parfois on reçoit un traitement par T4 et malgré nos valeurs de TSH, T4 libre, T3 libre normalisées, on ne se sent pas mieux. Et parfois même on peut se sentir encore plus mal. Dans ce cas, on peut suspecter un excès de RT3. On notera bien que dans ces situations, l'augmentation de la production de RT3 a pour but de diminuer le métabolisme de base pour aider à la survie, tout simplement. C'est un fonctionnement normal et voulu de l'organisme. L'organisme n'est pas fou. On a pu noter par exemple que les animaux en hibernation ont un taux élevé de RT3. Nous avons aussi d'autres facteurs favorisant la production de RT3, le déficit en fer ou en vitamine B12
fréquent chez les hypothyroïdiens. Et c'est pour cette raison qu'en cas d'élévation anormale de la RT3, il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de déficit en micronutriments, en vitamines et en hormones nécessaires à la bonne fonction thyroïdienne. Seulement voilà, l'augmentation du nombre de personnes souffrant de stress chronique dans notre monde moderne, l'usage excessif d'une grande variété de médicaments et la pratique très répandue des régimes amaigrissants contribuent à la production excessive de RT3 et peut expliquer en partie l'augmentation constatée du nombre de cas d'hypothyroïdie frustre dans la population. Donc le traitement peut aussi ne pas être efficace quand on a une fatigue surrénalienne. Donc lorsque les surrénales sont affaiblies dans leur production de cortisol, elles peinent à gérer le stress associé à des fonctions corporelles normales et aux exigences énergétiques de l'organisme. Le corps ralentit alors son métabolisme pour réduire la charge de travail d'un organisme qui a besoin de repos. Et pour cela, la thyroïde va réguler son activité à la baisse en réduisant la production de T4 et de T3. Et on va aussi constater une plus grande conversion de T4 en RT3. Et tous ces phénomènes conduisant à une réduction de T3 biologiquement active peut persister une fois le stress passé et le taux de cortisol revenu à la normale. L'organisme va nécessiter un repos sur un terme relativement long. Donc on pourra être invité à traiter la fatigue surrénalienne avant de traiter l'hypothyroïdie. De plus, le traitement de l'hypothyroïdie risque d'aggraver l'insuffisance des surrénales et donc d'augmenter encore plus la souffrance des patients. On notera bien que la seule normalisation de la fonction surrénalienne pourra amener à elle seule une résolution spontanée des symptômes d'hypothyroïdie, et ce en quelques semaines. Partie 5, les traitements naturels. On va voir dans le premier chapitre les minéraux et les vitamines. On commence par parler de l'iode, qui est relativement rare dans la nature et nos réserves de l'organisme sont assez faibles. On pourra noter que nos grands-parents nous donnaient un bol de lait chaud avec quelques gouttes de teinture d'iode contre les infections. L'iode contribue aussi à l'élimination des métaux lourds et il améliore le statut antioxydant de l'organisme. Il combat aussi la fatigue, stimule la sécrétion des sucs digestifs et favorise la motricité intestinale. Mais par rapport à notre thyroïde, une carence en iode même légère peut ralentir la production de nos hormones thyroïdiennes. Et dès qu'on parle de besoins, eh bien ils vont être très variables selon l'âge et l'activité physiologique de chaque individu. Voici l'extrait d'un tableau qui précise en fonction de l'âge l'apport journalier recommandé. Et par exemple, à la fin de ce tableau, on a les sportifs avec plus de 300. Et puis les besoins en iode évoluent aussi en fonction des variations climatiques, ethniques, des habitudes alimentaires, du mode de vie, etc. Et à l'échelle mondiale, les carences en iode sont très fréquentes et largement sous-estimées. En 2007, on estime à près de 2 milliards de personnes concernées. On a plus de risques d'être carencé en iode si on est enceinte ou si on allaite, si on est sportif, avec entre autres des pertes par transpiration, si on suit un régime pauvre en sel, si on fume, et aussi si on est végétarien ou végétalien. En effet, la viande, le poisson et les laitages sont des sources importantes d'iode, alors que les légumes de la famille des choux ont tendance à diminuer son absorption par l'intestin. Voici l'extrait d'un tableau qui précise où on peut trouver l'iode. Bien sûr, beaucoup de produits de la mer vont être concernés. Et on trouvera aussi dans le bas du tableau quelques légumes. Alors, comment connaître son statut en iode? En première évaluation rapide, on peut faire un test simple à la teinture d'iode, que l'on trouve en pharmacie. On étale sur un carré de peau cette teinture. Si la tache marron disparaît en 24 heures, c'est que l'on manque cruellement d'iode. Par contre, si elle met 4 à 5 jours pour être absorbée, à ce moment, le corps a la quantité d'iode qui lui convient. Et pour une mesure plus précise, on peut recueillir les urines de 24 heures pour mesurer l'excrétion urinaire d'iode. Donc attention, une surcharge en iode peut provoquer un dérèglement de la thyroïde et favoriser aussi certains types de cancers de la thyroïde. Et l'excès d'iode alimentaire peut favoriser aussi les pathologies auto-immunes. Donc que ce soit par l'alimentation ou la supplémentation, attention aux excès. On va bien noter ce qui peut diminuer la fixation de l'iode, le tabagisme, l'alimentation industrielle, on va être invité à se tourner vers des produits bio et de saison. Le fluor dans les dentifrices va être à éviter. On prendra garde aussi à la composition des médicaments. On va limiter la consommation d'eau des villes chlorées. On va passer maintenant au sélénium. Comme l'iode, le sélénium est plus concentré dans la thyroïde que dans n'importe quel autre organe. Il est important car il est indispensable au fonctionnement de la TPO, cette enzyme qui permet d'activer l'iode pour qu'il soit fixé aux hormones thyroïdiennes. Il intervient également dans la conversion de la T4 en T3 par la thyroïde, le foie, les reins, le système nerveux central et tous les tissus périphériques. Par ailleurs, le sélénium protège la thyroïde par ses propriétés antioxydantes locales. On peut en trouver dans les aliments riches en protéines et certains légumes, et bien sûr la célèbre noix du Brésil qui en contient une belle quantité. À savoir qu'un régime pauvre en protéines animales risque d'entraîner une carence en sélénium.
et peut entraîner la nécessité de prendre une supplémentation. Et dans ce cas, attention au surdosage qui peut devenir toxique. Puis on va parler du zinc. Plus on manque de zinc, plus on risque d'avoir un goitre. Et le zinc intervient dans la conversion de la T4 en T3. On voit ici différentes sources d'aliments qui peuvent apporter du zinc, à commencer de manière classique par les huîtres et aussi le foie animal, en terminant par le pain complet. Et à noter une chose importante, la consommation de café diminue l'absorption du zinc. Parlons maintenant du magnésium. 75% de la population adulte en France aurait des apports nutritionnels en magnésium inférieurs à ceux recommandés. Le magnésium évite la diminution de l'activité de la thyroïde qui se produit après des efforts intenses, mais aussi chez les sujets âgés ou sédentaires. Et on a d'autant plus de risques d'être carencé si l'on consomme des aliments raffinés. Et par ailleurs, la tendance actuelle à diminuer les apports caloriques pourra entraîner une carence en magnésium puisque les aliments caloriques, notamment gras, sont plus riches en magnésium en général. Certains médicaments aussi sont responsables de pertes importantes de magnésium. Ici, un extrait du tableau sur les apports journaliers recommandés en fonction des tranches d'âge. Puis on va parler du fer, qui est un cofacteur important dans l'activité de l'enzyme TPO, ainsi que dans la conversion de T4 en T3. Plusieurs études ont montré qu'un faible taux de ferritine s'accompagne d'une augmentation de la TSH et de la fréquence des goitres. Il est conseillé de suivre un régime alimentaire équilibré et diversifié, sachant que la richesse des épinards en fer est une légende. C'est avant tout dans la viande rouge et le foie que l'on va trouver du fer non héminique, c'est-à-dire plus facilement assimilable que le fer des légumes. Un extrait du tableau qui permet aussi de montrer les sources en magnésium de différents aliments. On retrouve le nord du Brésil pour le coup. Et à noter, ce qui pourrait être surprenant, les amandes grillées qui contiennent un peu plus de fer que les amandes non grillées. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut manger que des amandes grillées, puisque par ailleurs, les amandes grillées vont sûrement avoir une perte aussi d'autres micronutriments sensibles à la chaleur. Il y a des facteurs qui aggravent les carences en fer. Il est fréquent que les personnes hypothyroïdiennes aient une production insuffisante d'acide chlorhydrique dans l'estomac, ce qui favorise la déficience en plusieurs nutriments, dont le fer, par trouble de l'absorption. L'hypothyroïdie peut donc diminuer l'absorption du fer, qui est lui-même indispensable à une bonne fonction thyroïdienne. Il peut être utile de connaître ce cercle vicieux et penser à rechercher une hypothyroïdie devant une anémie résistante au traitement martial. Bien sûr, les médicaments antiacides, IPP et autres en cas d'ulcère ou de brûlure d'estomac pourront par effet indirect affecter le fonctionnement thyroïdien, en notant aussi que les IPP inhibent directement l'absorption intestinale des hormones thyroïdiennes. Là encore, prudence, l'excès de fer est délétère, il aggrave l'oxydation, donc pas de complémentation nutritionnelle à forte dose, comme c'est vrai aussi pour le sélénium et l'iode. On parle aussi de la tyrosine, c'est un précurseur direct des hormones thyroïdiennes, qui va aussi favoriser la production de dopamine, d'adrénaline et de noradrénaline. Neurotransmetteurs importants qui vont agir au niveau cérébral sur des processus de vigilance, d'humeur, de mémoire, etc. On nous indique qu'elle est mieux assimilée le matin et qu'envisager un petit déjeuner riche en protéines et pauvre en sucre permettra un apport facilité en tyrosine pour la journée. Et par ailleurs, un petit déjeuner sucré fait augmenter le taux d'insuline et freine la transformation de la tyrosine dans les différentes catécholamines, que ce soit l'adrénaline, la noradrénaline. On parle aussi des vitamines du groupe B. On a bien vu dans le schéma de fonctionnement qu'elles sont nécessaires à beaucoup de processus. Pas moins de 5 vitamines du groupe B sont très importantes pour ça. Et pour éviter d'en manquer, on aura beaucoup de produits animaux, les œufs, mais aussi des fruits secs et des pains complets par exemple. Évitez tous les produits raffinés. Quant à la vitamine B12, attention aux carences chez les végétaliens. Parlons de la vitamine D, bien connue pour la santé osseuse, mais qui a aussi d'importants effets sur la santé globale. Et sans elle, la T3 ne peut pas pénétrer dans les cellules et donc ne peut pas exercer ses effets. Le soleil restera une source importante puisque l'exposition de 25% de la surface corporelle au soleil de midi au mois de juin permet la synthèse d'environ 1000 UI de vitamine D entre 5 à 15 minutes. Mais sous nos latitudes en France, c'est souvent la supplémentation artificielle qui va nous permettre de lutter contre les carences en vitamine D. On nous indique qu'il faut au moins 1000 UI par jour et qu'un taux inférieur à 75 nanomoles par litre est largement insuffisant et qu'il est préférable de viser des valeurs plus élevées. On pourra utiliser la vitamine D3, mais on précise que se supplémenter seulement en hiver ne suffit pas à maintenir un bon taux de vitamine D toute l'année. Il conviendra de soigner son exposition au soleil en été. Pour la vitamine A, elle est importante pour la thyroïde, entre autres dans les processus de conversion de T4 en T3, mais aussi dans la production de la TSH.
On trouve la vitamine A dans l'alimentation, mais l'organisme peut aussi la synthétiser à partir du bêta-carotène, qui est fourni par certains légumes et fruits. Pour la vitamine E, plusieurs études de grande ampleur en France ont montré qu'environ 40% de la population ne reçoit pas les apports nécessaires par jour. Elle est pourtant indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes et elle intervient dans la transformation de la T4 en T3. On peut en trouver dans l'huile d'olive, de colza, les amandes, les noix, les noisettes, les épinards, les avocats, et pour l'autre famille de molécules, surtout présentes dans l'huile de palme. Et donc si on doit se supplémenter en vitamine E naturelle, il faut bien vérifier que ces compléments contiennent les deux familles, les tocophérols et les tocotriénols. Chapitre 2, l'alimentation optimale et les bons gestes pour la thyroïde. Déjà, veiller à nos apports en micronutriments, et pour ça, on va privilégier les aliments qui ont une densité nutritionnelle élevée. Déjà par les fruits et les légumes, avec au moins 500 grammes par jour, mais aussi des abats, des oléagineux, fruits de mer, produits à base de céréales complètes, etc. On va en conséquence éviter les aliments à faible densité nutritionnelle, comme les pâtes, le riz, le pain blanc, les biscuits industriels, etc. On va donc être invité à manger beaucoup de légumes et des fruits frais, biologiques, crus, ainsi que des légumes à feuilles vertes, au mieux encore des jus de légumes crus. On va faire aussi attention à faire le plein d'antioxydants, en pensant par exemple aux crudités en entrée, en faisant la part belle aux légumes, qui doivent occuper entre la moitié et les 3/4 de l'assiette, et considérer la viande, le poisson ou les œufs comme des accompagnements. On adaptera aussi les quantités de pain, de pâtes et de riz à notre activité physique, en indiquant qu'on peut s'en passer si on est sédentaire. Et on nous indique aussi de manger les fruits de préférence en dehors des repas. On va pouvoir aussi opter pour une alimentation anti-inflammatoire, en utilisant des épices comme le curcuma, le gingembre, la cannelle, etc. Manger aussi des noix, des poissons gras, harengs, sardines, maquereaux. Utiliser de l'huile de colza ou de noix pour nos assaisonnements, avec aussi de l'huile d'olive pour la cuisson, et d'éviter l'huile de tournesol. Et enfin de limiter notre consommation de sucre raffiné. Il nous précise aussi que l'on peut faire des bilans sanguins sophistiqués pour apprécier son statut en acide gras et son statut inflammatoire. Là encore, ces bilans ne sont pas remboursés. On va pouvoir aussi insister pour manger hypotoxique en évitant les aliments transformés, qui non seulement sont pauvres en nutriments, mais qui contiennent en plus des conservateurs qui vont être inhibiteurs de la thyroïde. Pour être hypotoxique, là encore, on s'oriente vers l'agriculture biologique et de saison. On va éviter tout ce qui est contenant et emballage plastique et considérer de boire une eau filtrée. Pour ce qui concerne l'iode, on peut utiliser du sel de mer non raffiné. Un bon sel de Guérande reste un sel complet et de bonne qualité. Mais on peut aussi manger des algues, qu'on peut par exemple réduire en poudre et que l'on peut rajouter en assaisonnement de temps en temps. Élément important, on va maintenir une flore digestive saine et équilibrée. Et pour ce faire, on pourra penser aux aliments fermentés, comme le miso, le kéfir, la choucroute crue. On insiste pour dire que 20% de la fonction thyroïdienne dépend d'une quantité suffisante de bactéries saines dans les intestins. Une parenthèse au sujet des crucifères, mais aussi d'autres aliments comme la rutabaga, radis, navets, soja, patates douces, manioc, qui pourraient ralentir le fonctionnement de la thyroïde. Eh bien en fait aucune étude humaine n'a démontré de carence de la fonction thyroïdienne due à la consommation de ces légumes. C'est seulement une consommation exagérée qui peut poser problème, sans compter que la cuisson annule les effets goitrigènes. Donc là encore, quand on fait une variation suffisante dans notre alimentation jour après jour, semaine après semaine, il n'y a pas de risque. On notera quand même qu'il peut être utile de ne pas les consommer en même temps que des aliments iodés, pour en avoir un bénéfice optimum. En ce qui concerne le soja, pour les personnes ayant une maladie d'Hashimoto, une surconsommation de soja pourrait entraîner une hausse de la TSH. Mais manger quelques produits de soja ne pose probablement pas de problème à la plupart des gens. Chapitre 3, les plantes. Là je ferai assez court, il rentre dans pas mal de détails sur plusieurs plantes. Certaines vont pouvoir stimuler la thyroïde, et même en cas de traitement hormonal, elles peuvent aider à contribuer à diminuer la dose de médicaments. Mais aucune n'a été utilisée avec succès en remplacement d'une médication pour la thyroïde. On va nous parler de l'ashwagandha, du romarin, qui stimule la production des hormones thyroïdiennes et augmente l'activité de la T3. La schisandra aussi, qui est une plante adaptogène comme l'ashwagandha. Le gros avantage de ces plantes dites adaptogènes, c'est qu'elles ne vont pas entraîner de risque de surdosage. On nous parle aussi du lierre grimpant, du bacopa, de la maca, et on n'oubliera pas l'intérêt des plantes calmantes. Plus on s'éloignera des états de stress qui freinent la conversion de T4 en T3, mieux ce sera. Chapitre 4, en pratique, là il va aborder différents cas,
par exemple, votre hypothyroïdie vient d'être diagnostiquée et vous n'avez pas encore reçu de traitement hormonal, et bien là on va être invité à vérifier la partie nutriments avec différents dosages sanguins, d'adapter notre alimentation, d'adopter les bons gestes, de vérifier côté intestinal, puis au besoin de vérifier la catégorie des anticorps, voire de faire des tests de suppression de gluten pour l'aspect intestinal. Et ces mesures peuvent suffire à corriger en quelques mois une hypothyroïdite débutante. Bien sûr, si on est déjà sous traitement, il ne faut jamais l'arrêter brutalement, à voir aussi avec votre médecin traitant. Chapitre 5, les traitements spécifiques. Que faire face à un excès de RT3? Là encore, on va vérifier s'il n'y a pas de carence en micronutriments. Et on va regarder tout ce qui peut combattre les nombreux facteurs favorisant la production excessive de RT3. Côté stress, radicaux libres, antioxydants, l'aspect fer, vitamine B12, limiter la consommation d'alcool, prendre en compte la présence de maladies ou pas, diminuer l'exposition aux toxiques, éviter les régimes amaigrissants, etc. Une petite partie sur comment traiter un intestin perméable et comment renforcer l'équilibre intestinal. Des bons conseils que l'on retrouve par ailleurs dans beaucoup des lectures que je présente sur cette chaîne. Puis on arrive au chapitre les réponses à vos questions, avec des questions classiques comme par exemple la prise de poids associée à du lévothyrox. On a en tout comme ça une dizaine de questions. Puis on arrive sur un chapitre qui va nous parler de différents cas vécus par le docteur, que ce soit Magali avec ses fatigues, ses troubles de l'humeur, sa frilosité et ses pertes de cheveux, ou encore Christine et sa fatigue chronique persistante depuis 5 ans. À chaque fois, on détaille bien son cas, les différents bilans sanguins, témoignages intéressants pour mieux comprendre encore tous ces fonctionnements. Et en annexe, on va trouver en annexe 1 les causes de l'hypothyroïdie selon, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, pour qui les problèmes de thyroïde sont surtout associés à un dysfonctionnement du rein, mais aussi des autres organes, foie, rate et poumons. Et pour la médecine chinoise, les troubles de la thyroïde sont souvent provoqués par un choc émotionnel qui peut bloquer l'énergie de ces différents organes. Et pour le décodage biologique, cette maladie pourrait être le résultat d'un conflit émotionnel, vécu de manière consciente ou non. Une hypothyroïdie peut survenir quand une personne se trouve dans une situation où elle est dépassée par les événements. Tout va trop vite et il y a nécessité de ralentir. Voilà, j'en arrive à mes conclusions personnelles. Voilà un ouvrage qui permet de compléter nos connaissances en physiologie. Et c'est plus qu'utile car face à une problématique identifiée comme provenant d'un problème thyroïdien, nous sommes la plupart du temps face à une problématique multifactorielle. Étudier une glande en particulier nous rend aveugles quant au bon fonctionnement global et multidimensionnel de notre corps. On l'a bien compris, la thyroïde n'existe pas toute seule. On peut noter qu'un régime hypocalorique et comportant moins de gras peut entraîner plus de problèmes potentiels de thyroïde. Il y a encore un ouvrage qui nous indique de varier nos apports alimentaires, de les préférer bio et de saison, en conservant une bonne densité et avec une part importante de légumes et de fruits, beaucoup plus importante que les recommandations officielles générales. Et quand on dit varier, pour moi, c'est plutôt pas de café tous les jours. On a bien compris que le café pouvait avoir une problématique particulière pour l'absorption de certains micronutriments. Donc varier, ce sera aussi pas de petit déjeuner sucré tous les jours. Bref, vraiment varier. Ce n'est pas juste attendre le lendemain pour absorber la même chose. Bon, voilà, ce qui est rassurant, c'est que nous sommes face à un docteur plutôt chevronné. Et dans ses conseils, on va retrouver encore et toujours la même chose que les conseils que l'on peut retrouver sur d'autres sujets, et c'est tant mieux. Et on aura avec ce livre une méthodologie précise pour mener à bien notre enquête sur notre fonctionnement thyroïdien, de concert avec notre médecin, en reprenant une partie de notre responsabilité, ce qui pourra nous faire éviter de dire « mon médecin m'a mis sous tel médoc », dit autrement « je ne sais pas ce qu'il a fait, mais moi je suis ce qu'il m'a dit ». On a tout à gagner, à mieux comprendre, à prendre des notes, et à continuer de faire nos adaptations vers le chemin d'une pleine santé. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter et accéder à une version longue de ce livre. Voilà pour le résumé de ce livre.